entre les trois candidats de droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, ça se resserre. Mais oui, ça se resserre beaucoup. Alors, Emmanuel Macron continue de survoler le sondage, vous allez le voir, et il est toujours à 25%. Et effectivement, il est très loin de ce trio dont vous parliez. Alors, on va le voir, Marine Le Pen baisse un petit peu. Elle est maintenant à 17%, relativement stable quand même, mais elle n'arrive pas à monter. Et Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ça y est, sont maintenant quasiment à égalité. Éric Zemmour à 15%, Valérie Pécresse à 15,5%. Guillaume Roquette... C'est le scénario. Mais pas du tout. J'étais en train de regarder, je vais vous dire, ouais. la segmentation, de voir l'origine des transferts de voix de l'un vers l'autre. Ouais. Alors justement, ça donne quoi? Justement, ce qui est intéressant, c'est que Éric Zemmour est en train de décrocher des électeurs du Rassemblement national. Ce qui explique ce petit mouvement d'une Marine Le Pen qui se tasse quand lui progresse un peu. Alors, il faut quand même relativiser les choses. Tout ça, c'est quand même l'épaisseur du trait, ou la marge d'erreur, comme on voudra. Mais quand même, l'intérêt de ce sondage quotidien, c'est qu'il montre les tendances. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que Éric Zemmour reprend un peu dans les intentions de vote ce qu'il avait déjà engrangé, je dirais, au niveau microéconomique. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait du monde dans ces meetings. Il a quand même près de 100 000 personnes dans son parti qui sont des abonnés payants. Des adhérents, payants en quelques semaines. C'est une déformation professionnelle. Moi, les abonnés payants, ça me fait vivre, donc j'y pense beaucoup. Il y avait des ralliements, mais ça ne faisait pas bouger les intentions de vote. Il semblerait que là, ça les fasse frémir un petit peu, mais encore une fois, c'est pas un raz-de-marée. Hein. Petite dynamique, Lydia. Oui, il y a quand même, ce qu'il faut regarder dans ces sondages et ces rollings, c'est surtout la tendance. Et la tendance, elle est plutôt haussière pour Éric Zemmour et plutôt baissière pour Valérie Pécresse. En décembre, dans d'autres sondages, Valérie Pécresse, après les primaires, elle était beaucoup plus haut. Elle était à 18, parfois même 19. Là, on est autour de 15,5. On est certes dans la marge d'erreur, mais c'est plutôt de nature à commencer à inquiéter très fortement les troupes chez LR, de voir qu'elle n'arrive pas à imprimer, qu'elle n'arrive pas à accrocher. On ne sait pas quels sont ses marqueurs. On ne sait pas quelles sont les thématiques fortes sur lesquelles veut aller Valérie Pécresse. Et moi, je crains qu'à un moment, il y ait un croisement des courbes en faveur d'Éric Zemmour. Quand vous demandez autour de vous, moi j'aime bien demander dans les cafés, dans les bistrots, de qui parlent les clients à table. On parle d'Éric Zemmour, on parle des thématiques qu'Éric Zemmour impose, et je trouve que ça donne quand même une coloration. En plus, il a fait un meeting qui était quand même un meeting remarquable samedi dernier à Lille, avec surtout une production d'images qui rappelait pour les électeurs de droite un peu ces meetings de 2007 Nicolas Sarkozy, avec des messages très forts qu'il a martelés. Et ceux qui avaient un doute sur la fameuse mue du polémiste en politique, bon, là, ils n'en ont plus. Je crois par ailleurs qu'il a fait sa première étape, à savoir le supplice chinois contre Marine Le Pen, qui a d'ailleurs pas eu d'autre choix que de jouer la carte de l'affect pour essayer de garder ses militants auprès d'elle. On attend d'ailleurs un éventuel ralliement de Nicolas Bay, là, qui doit se concrétiser. Peut-être Stéphane Ravier qui donne rendez-vous jeudi à ses troupes à Marseille. Mais si Valérie Pécresse continue de dévisser, je pense que la prochaine étape pour Éric Zemmour, ça sera de lancer une OPA sur les électeurs de Pécresse et les électeurs fillonistes. Pour l'instant, là, il y a 30% de Rassemblement National. Il y a Damien Rieu, qui est un transfuge qui est allé du RN chez Zemmour, qui vient de publier « Petit cadeau demain pour Valérie et Patrick, demain avant midi ». Patrick Caram, qu'ils avaient déjà attaqué sur ses liens avec... Ça doit vouloir dire que le petit cadeau, c'est quoi? C'est un nouveau ralliement demain midi pour le... Non, c'est surtout Zemmour, des nouvelles révélations sur ce qu'ils appellent l'islamo-droitisme. Ils font le parallèle avec l'islamo-gauchisme et les liens d'une certaine droite avec les islamistes, les liens supposés en tout cas. Ils diffusent ça de manière régulière sur les réseaux sociaux. On sent que c'est un peu compliqué dans le camp, des Républicains, dans le camp de Valérie Pécresse. Alors, Renaud Muselier, lui, il est ex-républicain, mais voilà ce qu'il dit. On a vu le premier étage de sa fusée après sa victoire à la primaire. On attend le déclenchement de la seconde. Et puis Nadine Morano, eurodéputée Les Républicains, était sur LCI ce matin. Elle le dit, il faut absolument que Valérie Pécresse fende l'armure. On regarde.
il faut que Valérie Pécresse fende l'armure. Fendre l'armure, pour moi, c'est devenir un chef de guerre, vous voyez, comme l'était Nicolas Sarkozy, où on a envie de partir derrière. Et Valérie, c'est une femme compétente, c'est une femme qui a des relations humaines, contrairement à l'image que je vois. Et pourtant, c'est pas la meilleure de mes amies. Comme vous le savez, on a eu des conflits quand elle est partie, quand elle a quitté notre famille politique. Je le lui ai reproché. Elle est revenue, je m'en suis réjouie. Alors, fendre l'armure, ça passe par quoi? Elle la taquine un peu. Hein. Oui, puis d'ailleurs, elle a eu des mots très doux pour Éric Zemmour. C'est son amie. Elle a dit qu'elle était d'accord sur certains sujets. Donc c'est un peu particulier. Quand franchement, 2 mois avant une présidentielle, vous dites de votre candidate, faut qu'elle fende l'armure. C'est vrai qu'elle a l'air sérieuse, mais elle n'est pas habitée. On n'a pas envie de la suivre comme Nicolas Sarkozy. Les perspectives ne sont pas réjouissantes. Si dans votre camp, on dit ça de vous, 2 mois avant une présidentielle, bon, c'est pas une trahison, attention. Hein, elle est gentille à son endroit, Nadine Morano. Enfin, bon. Oui, et on avait entendu Rachida Dati tenir des propos du même type au Figaro il y a quelques jours. C'est vrai que c'est une petite musique qui n'est pas positive pour Valérie Pécresse. Je pense qu'elle aurait tort de prendre au pied de la lettre ses conseils. Je ne pense pas que le sujet soit de fendre l'armure ou pas de fendre l'armure. J'ai entendu ce week-end, comme vous sans doute, Marine Le Pen parler d'elle, de ses difficultés de mère célibataire pendant un de ses meetings. Je ne pense pas que ce soit sur ces sujets-là que les Français prennent leurs décisions. Mais attendez. Je voudrais revenir sur les atermoiements et les ennuis des LR. Là. Tous les deux, vous connaissez bien les LR. Il y a des rumeurs de voir certains caciques, certains gros bonnets de la famille des LR aller chez Macron et d'autres aller chez Zemmour. Éric Woerth, tout le monde dit qu'Éric Woerth pourrait aller chez Emmanuel Macron. J'ignore si c'est vrai. Mais enfin, s'il y en a qui vont chez Macron et d'autres qui vont chez Zemmour, ça veut dire que le parti est déchiré en deux, ça veut dire que le parti est mort. Après la présidentielle, il est mort. Mais le parti, il est déjà déchiré. Je vous rappelle qu'Édouard Philippe est un ancien des Républicains. Oui. Je vous rappelle que le Premier ministre actuel, Jean Castex, est un ancien des Républicains. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, et je m'arrête là, mais je pourrais continuer la liste, viennent de ce parti. En revanche, je ne ferai pas le symétrique de ce mouvement vers Zemmour. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de républicains qui sont partis chez Emmanuel Macron. On peut d'ailleurs comprendre que Renaud Muselier fasse semblant de déplorer que le deuxième étage de la fusée Pécresse ne soit pas parti. Lui, il a choisi son camp. Lui, il a été élu avec l'appui des macronistes. Julie, alors il y a un truc qui est fabuleux, c'est que en fait, la mode est à se raconter dans l'intime. On a vu Marine Le Pen, c'était assez extraordinaire. On l'a détaillé hier, hein, Renaud Pilat, qui, dans son meeting de Reims, samedi soir, samedi après-midi, s'est avancée vers le public. Elle a délaissé le pupitre. Elle est allée au bord de la scène. Et là, elle a parlé d'elle. Solo incroyable. Solo, joli solo, bien fait. Célibataire. Elle est bien. Ouais, c'est une bonne actrice, efficace. Tout le monde ne peut pas faire acteur studio. Il y a des gens qui ne sont pas des bons acteurs. Non. Elle a très bien fait acteur studio. On ne citera pas de nom, mais... Et à droite, Valérie Pécresse, je vous laisse juge. Hein, oui, parce que vous disiez, vous pensez que c'est pas le sujet. Non, mais alors, pas le sujet. Valérie Pécresse a l'air de croire que si. Effectivement, elle le dit, qu'elle manque de notoriété, peut-être par rapport à d'autres candidats qui ont déjà été candidats par le passé. Elle lance un podcast, Valérie Pécresse. Valérie raconte Pécresse. On va écouter un petit extrait. Elle parle, alors c'est en différents chapitres. On a choisi le chapitre où elle parle des femmes de sa vie. On regarde. Quand j'ai été désignée candidate de la droite, quand j'ai gagné la primaire, j'ai dédié ma victoire aux femmes de ma vie. Ma mère, mes grands-mères, mon arrière-grand-mère corse, Mémé, comme on l'appelait, parce que c'était des femmes fortes, des femmes avec beaucoup de caractère, mais la société les plaçait au second plan. Et c'est vrai que j'avais cette matriarche corse, Mémé, qui a tenu à bout de bras toute la famille, du côté de ma mère. Bon, elle se trompe de stratégie. Oui, il y a plein d'épisodes. Il y a celui où elle raconte ses vacances en URSS. Dans un camp communiste, parce qu'elle apprenait le russe. Elle apprenait le russe. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle a même donné au Figaro Magazine la photo du visa qu'elle avait eu pour aller en URSS. Et je pense que c'est intéressant si ça permet de mieux la connaître. Mais ce n'est pas ça qui peut combler un déficit d'offres politiques. C'est-à-dire que, vous savez, c'est Victor Hugo qui disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je pense que le sujet de Valérie Pécresse, et c'est vrai que c'est difficile pour elle, c'est de trouver des éléments
de son offre politique qui clive avec Emmanuel Macron, qui soit substantiellement différent de ce que veut faire Emmanuel Macron. Parce que là, le programme est trop semblable. Le programme, il est courageux. Sur les migrations, sur la sécurité, jamais la droite n'avait été aussi ferme. Le problème, c'est qu'en face, vous avez un Gérald Darmanin qui vient de sortir une loi en disant qu'il allait multiplier les moyens dans la police pour le prochain quinquennat. Emmanuel Macron qui va profiter d'un jour à l'autre de la présidence européenne pour dire on va réformer Schengen. Et donc, c'est difficile d'imprimer avec ça. Mais c'est difficile pour des raisons politiques. Je ne pense pas que ce soit la personne de Valérie Pécresse. Non. Regardez François Hollande, il a été élu président de la République et pourtant, on ne peut pas dire qu'il racontait sa vie et il faisait pleurer les Français ou qu'il parlait de sa grand-mère corse. Je ne pense pas que ce soit ça le sujet. Alors, pour une fois, je ne suis absolument pas d'accord avec Guillaume. François Hollande était une bête politique. Une bête politique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas François Hollande, il a commencé sa vie politique en Corrèze, en observant Jacques Chirac. François Hollande collait à Jacques Chirac. Et il avait, dans les meetings, il avait une faconde, il a été premier secrétaire du PS pendant des années et des années. C'était une bête politique. Une campagne présidentielle, ce n'est pas le projet ou le programme qui compte. Les Français ne les lisent pas. Je vous mets au défi de regarder, de me citer des mesures, mis à part Travailler plus pour travailler plus 2007, excellent. Mis à part l'ordre juste de Ségolène Royal, excellent. Mais derrière, il y avait quoi? Je vous mets au défi de donner des mesures de chaque candidat. L'élection présidentielle, c'est un film. Il faut raconter une histoire. Il faut faire rêver. Il faut incarner. Ce n'est pas une bataille de projet ou de programme. Ça c'est dans un régime parlementaire entre des partis. Dans une élection présidentielle en France, c'est une bataille de personnes. Il faut incarner. Il faut parler aux gens. Il faut de la chair. Il faut de la politique. Et de la politique de chair, il faut se donner. Marine Le Pen l'a fait dans son meeting avec son solo. Emmanuel Macron l'a fait en 2016-2017. Vous vous souvenez au moment de la rumeur avec Brigitte Macron, dans un théâtre, il dit attendez, il y a une rumeur sur ma vie privée et autres. Il se donne, il faut se donner. Et quand vous ne vous donnez pas dans une élection présidentielle, vous ne donnez pas de votre chair, eh bien, vous n'incarnez pas le projet. Le sociologue spécialiste de la droite, Jean-Yves Camus, disait cet après-midi entre les trois candidats de droite, extrême droite, surtout, il connaît très bien l'extrême droite. Ouais. Et il disait Éric Zemmour raconte l'épopée, Marine Le Pen se fonde sur la sociologie. Voilà. Quant à Valérie Pécresse, elle a choisi l'expertise. Et j'ai bien aimé l'expertise Pécresse, la sociologie. Le Pen, et l'épopée française Zemmour qu'on lui entend. Mais c'est bien l'expertise, mais vous pouvez la raconter avec de l'empathie et de la chair. Elle va peut-être réussir samedi, on en reparlera en fin d'émission. Elle a un meeting samedi. Et puis elle est étouffée et attaquée par les équipes Zemmour. Regardez l'interview, l'entretien de Guillaume Pelletier qui a dit Emmanuel Pécresse ou Valérie Macron. Ça veut tout dire, d'autant plus qu'elle n'a pas de marqueur, d'autant plus qu'il n'y a pas d'idée forte qui imprime de la part de Valérie Pécresse. On n'est pas capable de dire quelle est la proposition choc qui a intéressé les Français, qui a retenu même notre attention, qui vient de Valérie Pécresse. Celle sur les 10% sur les salaires jusqu'à 2000 €. Le MEDEF a dit non, mais ça ne nous va pas, et puis ils ont reculé. Donc là aussi, c'est... Pécresse, c'est terrible, oui, vous avez raison. Le MEDEF, la Chambre, on dit ça ne va pas. Le quotidien Les Échos, qui est vraiment le quotidien de l'économie, la référence, des affaires. Et la façon dont on va financer vos mesures, c'est pas crédible, c'est pas sérieux. On a l'impression qu'il s'adressait à Mélenchon, je sais pas, ou à Poutou. Mais bon, alors qu'il parlait à Pécresse. La solidité, l'expertise. Oui, mais ça se corrige. Ça se corrige si votre leadership l'emporte et si vous faites des déplacements où on retient quelque chose. Il faut que chaque jour, dans une campagne présidentielle, on retienne ce que vous avez fait. Un déplacement, une petite phrase, une image. Je m'arrête là. Dernière chose. Valérie Pécresse, mais elle peut progresser. On est que début février. Enfin, à force que je dis ça, non, on n'est pas début février. On va arriver mi-février. Donc. Mais est-ce que tout se joue pas justement au mois de février? Si, tout se joue d'ici le 15 mars. Après le 15 mars, c'est vraiment tard. Elle a un mois pour, et c'est possible. Tout est possible. Mais dernière chose, Valérie Pécresse, c'est pas de sa faute. Elle a un taux de notoriété en retard en province, en région. Elle est présidente de la région Île-de-France. En Île-de-France, on la connaît. Je peux vous dire qu'en province, faites le test, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a que 3 personnalités connues. Ne dites plus en province ici.
En région, monsieur, attendez, mais ça va, je suis provincial, je suis provincial. C'est quoi la province? Expliquez-moi. La province, c'est en dehors de Paris. On va arrêter politiquement correct. En province, alors prends des bottes, alors, si tu vas en province. Eric, vous aimez pas le politiquement correct, alors ça va, vous n'allez pas me la faire. En province, c'est horrible. Vous n'allez pas me la faire, je suis provincial. Moi, j'ai habité en province, je regardais le journal à la télévision, le journal de 20h, je ne comprenais pas que ces gens, dans le même mot, province, mettent le centre-ville de Lille, la petite ville de Lectoure dans le Gers, un village du Pays Basque, Lyon ou Marseille. La province, c'est ce qui n'est pas la même chose. Très bien, on va faire du politiquement correct. Ne vous victimisez pas, ça vous va mal. On va finir. Dans les régions françaises. Vous allez me dire que je parle trop. Après, on va faire du politiquement correct en région. Dans les régions françaises. Dans les territoires. Non. Dans les territoires. Dans les régions françaises. Guillaume a raison. Dans les régions françaises. Ok. Alors, dans les régions, c'est vous le patron. Dans les régions françaises, vous faites un test. Vous allez sur les marchés, partout, même avec vos familles, montrer les photos des candidats. Montrez les photos des candidats en famille, mis à part Mélenchon, Macron et Marine Le Pen, et ben vous allez voir. Hein, moi j'ai fait le test, il y a des gens qui confondent Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, il y a des gens qui confondent... Mais logique en même temps, quand on n'a jamais été candidate à la présidentielle, exactement. par rapport à un Mélenchon, une Marine Le Pen ou... En province, il y a des gens qui confondent Anne Hidalgo. Est-ce qu'on en sait un peu? On ne peut pas dire ça. Mais à Paris... Tu vas où ce week-end? Moi j'ai connu des gens, tu vas où ce week-end? En province. Mais où en province? À Orléans, dans les gorges du Tarn, à Nice, à Strasbourg, dans un petit village de l'Aisne. Mais Eric, je dis ça parce que Valérie Pécresse est présidente de région à Paris, Île-de-France. Mais je suis provincial, vous n'allez pas me la faire. Arrête, ça n'existe pas, c'est pas une région la province. Je suis provincial. On fera une émission là-dessus. Moi je suis gascon, je suis pas provincial. On fera une émission là-dessus. Gascon. On fera une émission là-dessus. En attendant, on le disait, il y a un grand rendez-vous. Il est en forme ce soir. Il est en forme, mais comme tous les soirs. Le 13 février, donc grand meeting de Valérie Pécresse. C'est peut-être un moment décisif pour elle. Est-ce qu'on a une idée là des coulisses, de comment elle se prépare pour ce rendez-vous, de la stratégie qu'elle compte plus personne ne veut vous poser mettre en place? C'est un quart d'heure qu'on lui tourne le dos. Les coulisses de la campagne de Valérie Pécresse. Non, mais est-ce qu'on a une idée des coulisses de Valérie Pécresse? On a vu Marine Le Pen qui a changé son discours. Oui, on a les coulisses, mais je suis désolé, vous n'avez pas le menu. Dans une demi-heure, c'est les indiscrets insomniaques. Ça fera dans une demi-heure on va pas spoiler, Juste sur le meeting. Alors attendez. Raphaël, Rémi Leleu, elle regarde le match entre une ancienne responsable de LR. Oui, non, allez-y, quel était votre titre, pardon? Porte-parole, pardon. De LR, le patron d'un journal conservateur, et Renaud Pilat, journaliste totalement incernable. Mais il va falloir que vous parliez vous-même, Raphaël Rémi Leleu, sur le plan politique. Oubliez vos opinions, Europe Écologie Les Verts. Sur le plan politique, est-ce que Valérie Pécresse fait moins bien de la politique que quelqu'un d'assez roublard, d'assez madré comme Marine Le Pen ou comme Éric Zemmour? Parce que quand même, on voit qu'elle avait un joli petit capital et que... C'est compliqué. À quoi on mesure l'efficacité d'une campagne? Est-ce qu'on mesure à la mobilisation militante? Est-ce qu'on mesure au sondage? Est-ce qu'on mesure aux médias? Il y a beaucoup de candidats et de candidates, en l'occurrence, qui ont des avantages dans ces différents domaines, beaucoup plus que Valérie Pécresse. Et je suis d'accord, le fait d'être présidente de région Île-de-France, c'est pas ni exploité ni exploitable pour Valérie Pécresse. Après, elle a face à elle des campagnes qui Pourquoi c'est pas exploitable? Parce qu'il y a une détestation de tout ce qui est parisien. Alors, il y a un truc, au-delà de la notoriété, il y a quelque chose aussi sur l'incarnation du pouvoir. Enfin, les collectivités locales, malheureusement en France, n'incarnent toujours pas beaucoup le pouvoir. Et enfin, voilà, ça reste assez lointain. Vous allez sur un marché, vous demandez aux gens de reconnaître les candidats ou les candidates à la présidentielle, c'est compliqué. Mais alors, vous leur demandez les compétences d'une région, bon courage. On a fait campagne l'année dernière, c'était pas mal en la matière. Et puis, pour moi, Valérie Pécresse, elle a aussi un problème dans le paysage tel qu'il est installé. Tout à l'heure, on avait les 3 photos des candidats et candidates de la droite et de l'extrême droite. Mais il manque Emmanuel Macron. Il manque Emmanuel Macron pour placer Valérie Pécresse dans cette grande clarification à droite. Donc, manque d'adversaires, peut-être manque d'un positionnement de campagne, d'une stratégie plus efficace. Alors justement, est-ce que c'est pas un peu compliqué là pour Emmanuel Macron de pas savoir, parce qu'on sait qu'il sera candidat, de pas savoir qui sera son adversaire finalement au second tour? Il y avait dans le point, il y a un membre de l'exécutif qui dit la chose suivante: je pense que le président sera réélu, mais que la vraie menace pour lui c'est Marine Le Pen. Au second tour, elle peut gagner, le pays peut basculer. Alors quand on regarde là les seconds tours, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, on est plutôt sur du 55-45, donc l'écart reste là. Mais
compliqué pour lui de ne pas savoir qui il aura face à lui. Alors que pendant un temps, le duel était net. Pendant longtemps, on disait c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Là, il y a une espèce de trio un peu fouillis. On ne sait pas qui se démarquera. Oui, mais le duel était net et il était parfaitement favorable à Emmanuel Macron. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, et sans doute pas non plus, en tout cas, dans l'état actuel de l'opinion, Éric Zemmour puisse gagner l'élection présidentielle. Donc je pense qu'au contraire, le fait que Valérie Pécresse, qui ne s'est pas encore imposée comme étant le challenger numéro 1 d'Emmanuel Macron, ça avantage le président de la République. Parce que il me semble que... compte tenu de ce qu'est l'offre de cette droite plus radicale de Zemmour, de Le Pen, face à Emmanuel Macron, il va y avoir un réflexe de vote républicain qui n'y aurait pas du tout avec Valérie Pécresse. Donc Valérie Pécresse est la bonne candidate de second tour, sans doute, face à Emmanuel Macron. Le problème, c'est que pour être au second tour, il faut passer le premier. Et pour ça, entre un président de la République qui surplombe, qui est en train de sauver le monde, et deux candidats de droite qui sont dans la transgression, qui sont radicaux, qui veulent renverser la table, vous arrivez avec des mesures qui sont fermes, mais qui sont raisonnables, et bien vous avez du mal à vous faire entendre. C'est comme autour d'un plateau de télévision. Celui qui est le plus raisonnable n'est pas forcément celui qui est le plus entendu. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes avec Philippe Ollivier. Bonsoir, Philippe Ollivier. Bonsoir. Vous êtes bien courageux de veiller et de rester avec nous, nous qui aimons la politique du soir. Je rappelle que Philippe Ollivier est eurodéputé Rassemblement National, que c'est plutôt un parlementaire assez discret, c'est pas un des députés RN qu'on entend le plus et qu'on voit le plus souvent sur les plateaux de télévision. Mais si nous aimons l'inviter, c'est parce que c'est un conseiller spécial de Marine Le Pen et que c'est un très proche conseiller de Marine Le Pen, qui est vraiment dans le premier cercle des parlementaires et de son entourage, et qui, sur les questions tactiques et stratégiques de campagne, est assez présent. Bon, écoutez, pour l'instant, pardonnez-nous, mais il nous semble évident que le premier sujet dont il faut parler, c'est ce resserrement dans les candidats de droite. Alors, dans notre rolling à nous, Marine Le Pen est à 17, juste derrière 15,5 Valérie Pécresse, 15,5 Zemmour qui monte un peu. Bon, il y a quand même... c'est assez étonnant qu'à 2 mois de la présidentielle, ben voilà, il y a pratiquement les mêmes scores à droite. Commentaire. Oui, ce sont un peu les petites fluctuations normales des sondages. Ce qu'il faut regarder, c'est que tous les sondages donnent Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle, et qu'au 2e tour de la présidentielle, c'est la candidate qui a le plus de chances de l'emporter. On voit même qu'elle fait jeu égal avec, et même plus quelquefois, avec Valérie Pécresse. C'est donc elle qui, je pense, capitalisera le vote utile, qui fera évidemment la différence, en dehors des votes que l'on pourra avoir, en montrant le sérieux du projet et la personnalité formidable de la candidate. Guillaume Roquette avait une question pour vous. Oui, comment est-ce que vous analysez ces rumeurs de ralliement à Éric Zemmour venant de vos rangs? On parle de Nicolas Bay, on parle de M. Ravier, le sénateur marseillais. Et puis, autre question qui n'a absolument rien à voir, je suis interpellé par le drapeau que vous avez derrière vous. Qu'est-ce que c'est ce drapeau jaune à couleur avec des étoiles bleues? C'est mon esprit taquin qui m'a fait inventer un drapeau européen inversé avec le jaune du peuple. Contre l'oligarchie, contre le drapeau oligarchique de l'Union européenne. Voilà. Pour répondre à votre question, sur les désertions ou les trahisons, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Pour l'instant, il y a 5 personnes qui sont passées. 5 personnes qui ne sont pas d'ailleurs tellement RN, mais des élus des personnes qui ont été élues avec l'étiquette RN. On a une syndicaliste guadeloupéenne, on a Collard, qui est un électron libre. On a Jérôme Rivière, qui était quelqu'un qui avait été élu alors qu'il n'était pas RN. Donc on voit bien que tout cela n'est pas un grand mouvement au sein du Rassemblement national. Petite question, Philippe Ollivier. Juste une chose pour rebondir. Vous avez des informations, alors je suis un peu désolé parce que c'est un peu fatigant pour vous
que les journalistes passent leur temps à suivre ceux qui pourraient déserter votre parti pour aller chez Zemmour, mais comme tout le monde ne parle en ce moment que de Nicolas Bay, de Stéphane Ravier, c'est la question que vous posez à l'instant, Guillaume Roquette. Est-ce que vous avez des informations sur d'éventuels ralliements, comme Marine Le Pen a décidé d'être assez libre sur le sujet et de dire ceux qui doivent partir s'en vont? Peut-être que vous en savez davantage vous-même. Non, pas davantage. Pas davantage que vous. Moi, tant que les gens ne sont pas partis, vous savez, les rumeurs, il y en a énormément, des rumeurs de ralliement. Il devait y avoir Jordan Bardella, il devait y avoir Wauquiez, il devait y avoir tout un tas de personnes. Il n'y a jamais été question de Jordan Bardella, Si, on l'a même entendu, au début. Il a tout de suite démenti. Donc il y a eu tout un tas de rumeurs. Il y a beaucoup d'intox dans cette campagne. Il faut se méfier de tout ça. Bon, on suivra ça donc attentivement dans les prochains jours. Peut-être qu'il y aura un ralliement donc, de Nicolas Bay notamment. Et on va parler des parrainages, exactement. Je voulais aussi vous faire réagir, Philippe Ollivier, à la liste qu'a publiée le Conseil constitutionnel. C'est 2 fois par semaine. Et là, c'est assez frappant. Alors maintenant, ils sont 3 à avoir les 500 signatures. Valérie Pécresse arrive en première position, 939 signatures, suivi d'Emmanuel Macron. On savait déjà qu'il les avait, mais il y en a 926 alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat. Anne Hidalgo, 652. Et vous êtes loin derrière. Alors devant vous, il y a Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, il y a Éric Zemmour, 149. Et vous, votre candidate, 139. Déjà, est-ce qu'il y a une idée, vous avez une idée des promesses de parrainage? Est-ce que vous êtes quand même optimiste? 139, ça paraît bien peu. Vous en êtes où, là, des promesses, en tout cas? Non, mais je vais vous parler franchement, on n'est pas optimiste. C'est très compliqué. Il y a tout un tas de maires et beaucoup de maires, je veux dire, la plupart des maires décident de ne parrainer personne. Ils n'ont pas compris qu'on demandait à un maire un acte administratif pour prouver la solidité ou le sérieux d'une candidature et pas un acte d'adhésion. Et donc, ils s'interdisent cet acte qui est pourtant un acte institutionnel et républicain, et donc ils privent les candidats de ces parrainages. Il y a là un grippage total de la démocratie. Donc, on voit que Mme Hidalgo, qui représente 2%, a des centaines et des centaines de parrains, alors même qu'elle n'a pas d'électeurs. Et on va l'entendre, Anne Hidalgo, qui a réagi aujourd'hui, mais d'un mot, il se peut que vous n'ayez pas vos 500 signatures, qu'elle ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. C'est un vrai risque pour vous? Écoutez, on va se battre. Moi, je vais ne faire que ça la semaine prochaine et tous les autres élus pour aller chercher les parrainages. Il est quand même anormal, si vous voulez, qu'une candidate qui a fait le 2e tour la fois dernière, qui est donnée au 2e tour cette fois-ci, ne puisse pas se présenter. Ça arriverait dans un autre pays, on crierait à la dictature. C'est assez dingue. J'ai découvert un truc ce soir, et vous n'êtes pas le premier à le dire, Philippe Ollivier. J'ai découvert un truc, c'est qu'il y a beaucoup de maires qui, face à la pression des conseils départementaux, des communautés de communes, des agglos, disent hop, je vais parrainer personne à gauche, personne à droite, personne dans le camp des nationalistes de l'extrême droite, personne au centre, surtout pas chez Macron. Je veux pas d'ennui, moi, je parraine personne. Voilà, comme ça, j'aurai pas d'ennui pendant les années durant lesquelles je vais exercer mon mandat de maire. Comme ça, j'aurai pas le voisin qui me dira « Oui, mais toi, tu as soutenu Macron. Oui, mais toi, tu as soutenu... » Et ça, c'est fou. C'est une position de plus en plus fréquente de la part des élus locaux. On parraine personne. Non, mais on va se dire les choses. Le système où on a renoncé à l'anonymat des parrainages est totalement absurde. Ça doit être la dernière fois. Ce n'est pas possible d'avoir chez Jean-Luc Mélenchon depuis quelques semaines, chez Éric Zemmour et là chez Marine Le Pen où la situation, et pour le coup Philippe Ollivier ne bluffe pas, on a toujours dit Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, ils auront toujours leur signature. Là, cette fois, ils ne bluffent pas. Et c'est totalement anormal que dans les camps Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui ont quand même une grosse surface, eh bien, ils passent leur temps en ce moment à faire 300 km pour aller voir des maires ou à passer leur vie au téléphone plutôt que de faire campagne. Mais c'est normal. On doit lutter contre l'abstention. Ils doivent faire campagne. Et dernière chose, juste, je crois savoir que vous avez que 400 promesses de parrainage, Philippe Ollivier, si je suis bien renseigné, 400 promesses de parrainage. Est-ce que... Vous êtes bien renseigné. Si quelques jours avant, vous ne les avez pas, est-ce que vous allez demander à l'exécutif de vous aider? Écoutez, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Est-ce qu'on veut une démocratie qui fonctionne? Elle est très satisfaite. On l'écoute, Anne Hidalgo.
Je suis heureuse, c'est une façon de montrer qu'il y a peut-être deux mondes parallèles, un monde réel dans lequel il y a des femmes et des hommes, des élus qui travaillent toute la journée, qui ont d'ailleurs conquis leur légitimité dans des élections par le suffrage universel, qui sont partout en France, qui soutiennent mes propositions, qui me soutiennent, qui soutiennent cette gauche qui veut transformer réellement notre pays. Voilà, Philippe Ollivier, vous vouliez réagir. Oui. Ça vous fait quoi d'entendre cette satisfaction de la candidate socialiste qui, on rappelle, est à 3% dans les sondages, effectivement? C'est de l'autosatisfaction de quelqu'un qui a plus de signatures de maire que d'électeurs. Moi, j'observe, pour revenir à la conversation qu'on avait, c'est que quand une force politique dérange, elle n'a pas ses signatures. Si elle ne dérange pas, elle a ses signatures. Ça dit beaucoup du traitement qui est réservé à l'opposition. Nous, on a trouvé un prêt européen, sinon aucune banque ne voulait nous prêter. Est-ce que c'est normal qu'on laisse la démocratie aux mains des banquiers? Est-ce que c'est à eux de décider qui peut faire campagne ou pas? Il faut qu'on s'interroge sur cette démocratie qui ne fonctionne plus. Renaud évoquait l'idée de lever l'anonymat des parrainages. Vous aviez l'air de ne pas être tout à fait d'accord, Raphaël Rémy-Leleu. À vrai dire, l'imposer plutôt. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas anonymes, ces parrainages. Voilà, remettre l'anonymat. Oui, remettre l'anonymat auquel cas. Oui, alors ça a été entièrement anonyme. Ensuite, il y a eu un anonymat, sauf un petit échantillon tiré au sort. Et ensuite, il y a eu la publicité. Alors, je suis plutôt partisane de la publicité, y compris si on veut presque dédramatiser et institutionnaliser l'acte, non pas de parrainer ou de marrainer, mais de considérer qu'une candidature à l'élection présidentielle est valable. Je considérerais que du coup, c'est normal que les personnes qui votent pour vous soient au courant. Je suis assez ambivalente sur cette question du parrainage, du marrainage, parce qu'à la fois, ça m'apparaît comme étant une forme de contre-pouvoir. En tout cas, c'est pensé comme tel pour éviter des dérives trop populistes, pour veiller au pluralisme dans l'élection. Et après, ça revient un peu à ma question de tout à l'heure, comment on mesure la démocratie? Parce que certes, il y a des courants de pensée ou des courants militants installés depuis longtemps qui, du coup, n'ont pas de difficulté pour obtenir des parrainages, des marrainages. Il y a des gens dont c'est l'action politique principale pendant 5 ans, entre chaque échéance, de chercher des parrains, des marraines. C'est probablement le cas d'Asselineau, etc., etc. Après, moi, j'ai une interrogation que je trouve n'est pas beaucoup soulevée, c'est pourquoi le Rassemblement national aurait plus de mal à trouver des signatures cette fois-ci qu'il y a 5 ans. Parce qu'il faut quand même rappeler le nombre de personnes qui peuvent donner signature pour présentation. Je crois qu'on doit approcher des 40 000. Peut-être qu'ils ont moins d'élus déjà. Parce qu'il n'y a pas que les maires, il y a également... Régional, terrible. Ils en ont perdu 178. Ils ont perdu 178 élus au régional. Eh ben, merci pour la réponse à ma question. Et Marine Le Pen n'avait eu que 630 signatures en 2017. Donc 630 d'ailleurs, moins 178 élus, on est en dessous des 500. On est en dessous des 500. Et deuxièmement, on a cette fois-ci, dans le même couloir nationaliste, extrême droite, identitaire, ce que vous voulez, Éric Zemmour qui est là. Avant, Marine Le Pen était seule dans ce courant national populiste. Là, vous avez Éric Zemmour. Donc, échec au régional dans certains, plus ce courant-là, vous avez aujourd'hui une campagne totalement phagocytée. Merci Philippe Ollivier, merci d'être venu avec nous. Et vous restez bien évidemment sur LCI, car vous le savez, sur LCI, nous avons les moyens de vous faire... Veiller, voilà. J'ai eu peur que vous... Non, je ne conclue pas l'émission, mais c'est parce qu'on en a encore pour un quart d'heure, vous restez avec nous. Allez, il est 23h40 et c'est un rendez-vous que tout le monde attend. Les Indiscrets Insomniaques avec Renaud. On parle du Cantobira et d'un rendez-vous secret. Qui a été révélé. Oui. C'est ça? Une rencontre qui ne devait pas fuiter. On appelle ça en politique. Alors, c'est vraiment de la pure politique, mais on aime ça ici. On va décrypter. Aujourd'hui, il y a eu un buzz, une rumeur qui est partie d'un article dans Le Monde où on dit que Christiane Taubira va rejoindre Yannick Jadot. Christiane Taubira va rejoindre Yannick Jadot. Voilà, elle a fait un petit tour de piste après la primaire populaire. Elle va rejoindre Yannick Jadot. Pourquoi il y a eu effectivement cette rumeur? C'est parce que dimanche soir, il y a eu une rencontre à Romainville, en région parisienne, entre le parti Europe Écologie, Julien Bayou, et les soutiens de Christiane Taubira. Qui soutient Christiane Taubira? Le Parti radical, le PRG. Et puis quelques anciens frondeurs du Parti socialiste, Christian Paul, enfin bref, quelques anciens frondeurs. Donc l'équipe Taubira demande à rencontrer
Europe Écologie. Julien Bayou vient à cette réunion. Et pour faire quoi, cette réunion? Pour faire quoi? En fait, personne n'a vraiment compris. Ils ont parlé de la situation politique. Le camp Taubira a dit comment vous voyez les choses. Chez Yannick Jadot, ils ont dit nous, on fait campagne, et vous? Enfin voilà, il ne s'est rien dit. Et comme par hasard, aujourd'hui, la rencontre, enfin dans un article, la rencontre fuite. Qui a intérêt à faire fuiter cette rencontre entre le camp Taubira et le camp Yannick Jadot? Le camp Jadot. Rémi Leleu. Alors en tactique politique... Le camp Jadot? Moi, je pense que Taubira a intérêt à faire fuiter pour donner un peu d'existence. Mais comme quoi, j'aurais pu faire journaliste. Non, mais pas du tout. Mais vous connaissez très bien les arcanes. Moi, ça veut dire que moi, j'ai peut-être eu tort de choisir journalisme, parce que j'ai dit Jadot, moi. Mais non, mais attendez, mais c'est normal. Là, on est tellement dans le décryptage des coulisses. Mais pourquoi? C'est parce que le camp Taubira, Christiane Taubira n'est pas sûr d'avoir ses 500 signatures et de l'argent pour faire campagne. L'argent, c'est pas grave, parce que vous faites des réseaux sociaux, bon, c'est pas grave, vous faites pas de meeting. Puis Christiane Taubira, c'est une star, elle est déjà connue, elle. Elle a une forte notoriété, on revient toujours à la notoriété. Ça fait pas un programme. Non, mais bon. Son programme, elle fait déjà 4, elle fait déjà plus qu'Anne Hidalgo. Donc bon. Enfin, si elle n'a pas ses signatures, eh bien, le camp Taubira, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de brouiller la campagne de Yannick Jadot en faisant fuiter cette réunion, parce qu'aujourd'hui, regardez, il y a eu un déplacement de Yannick Jadot. Qu'est-ce qu'ont fait les journalistes? Alors Yannick Jadot, Christiane Taubira va se rejoindre à vous, vous allez vous rallier, nanana, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps-là, eh bien, le camp Taubira dit en gros, on va brouiller la campagne de Yannick Jadot. Déjà pendant 2 mois, il a dû parler de la primaire populaire plutôt que de parler de son bilan. Aujourd'hui, on le réembête à parler de ses négociations pour éviter qu'il parle du climat et de son programme. Donc c'est du billard à 3 bandes. Le camp Taubira avait intérêt à faire fuiter ça. Bon, Taubira, ça vous exalte la Madone de la gauche? Non. Non, mais elle fait rêver beaucoup de gens à gauche. Personnage. Alors, la question, c'est est-ce que ça fait rêver? Est-ce qu'on a envie de faire campagne pour elle? Est-ce qu'on a envie de voter pour elle? C'est quand même très, très, très différent. Mais par ailleurs, si Christiane Taubira souhaite rejoindre la campagne de Yannick Jadot et de l'écologie, mais qu'elle vienne et elle sera la bienvenue pour parler et programme et climat, ce qu'elle ne sait pas encore faire pour le moment. Et par contre, juste une remarque sur cet épisode, cette rencontre qui a fuité, qui n'a pas fuité. Ça fait des mois qu'on nous bassine sur est-ce que la gauche saura faire l'union, on saura dialoguer, etc., etc. Et puis là, finalement, il y a une rencontre, ce qui m'apparaît comme étant la chose la plus normale, la plus banale, la plus responsable à faire, c'est-à-dire des adultes dans une pièce qui parlent, et ça crée l'événement. Non, je suis pas d'accord. Oui, mais pourquoi ils vont à se rencontrer? Que chacun fasse campagne maintenant, qui parle aux Français, qui parle du climat, que Christiane Taubira parle du logement, mais pourquoi ils se rencontrent? C'est de la cuisine politicienne, c'est nul. Du coup, imaginez, vous avez Christiane Taubira qui vous appelle pour vous proposer une rencontre, vous dites non. Mais c'est pas Christiane Taubira. Et non, d'ailleurs, c'est pas elle qui a voulu la rencontre. Elle n'y était pas d'ailleurs. Préciser ça, la rencontre a notamment été proposée par un collègue qui est le maire de Romainville, François Dechy, et qui a longtemps, depuis plusieurs mois, œuvré à cette volonté d'unité pour dire qu'on devrait faire toutes et tous campagne ensemble. Il continue dans cet engagement-là. Écoutez, au moins les gens se parlent et puis on verra. Mais il n'y a pas l'unité, il faut arrêter l'hypocrisie. Maintenant que chacun fasse campagne et parle aux Français, les électeurs de gauche, ils sont désespérés. Ils sont désespérés, les électeurs de gauche. Ah mais ça, je suis la première à dire qu'il faut d'abord faire campagne. Voilà. Guillaume Roquette. Les électeurs de gauche, ils ne sont pas désespérés parce qu'il y a eu un apéro à Romainville. Les électeurs de gauche, ils sont désespérés parce qu'ils n'ont pas de candidat et que... il y a Mélenchon. Oui, il y a Mélenchon, mais sinon, il n'y a pas d'offre politique alternative. Et pourquoi est-ce que, effectivement, ça paraît assez logique que ces gens-là se parlent entre eux? J'imagine que peut-être que Raphaël Rémy Leleu va me contredire, mais si Yannick Jadot est élu président de la République, il ne va pas gouverner avec Éric Zemmour, ni avec Marine Le Pen. Donc, qui parle aux gens de gauche... C'est pas étonnant. Si c'est surinterprété comme ça, c'est parce que si des éléments aussi picrocolins font autant réagir, c'est parce que c'est le reflet d'une perte de repères totale. C'est-à-dire que on a l'impression que ces élus de gauche, ils sont comme des gens qui vont de part et d'autre en étant dans une pièce avec les yeux bandés et sans savoir où est la lumière. Donc tout est prétexte. Attendez, pardon, mais c'est eyes wide shut votre truc là. Oui, mais alors que j'espère que ça se finit moins mal. Mais en tout cas, c'est le signe d'un très grand et très profond désarroi. Et ça va se finir mal. Cet après-midi. Non, mais ça va se finir mal. C'est opération kamikaze. Il y a des responsables de gauche, c'est opération kamikaze. Je vais vous dire, ils ont fait une croix sur la présidentielle. Vous savez à quoi ils pensent?
Non. Ils pensent qu'aux législatives. Qu'à faire élire des députés, ça va être compliqué, qu'à sauver des postes. Mais c'est d'une tristesse. Est-ce que Lydia Guiraud pourrait en placer une si vous êtes d'accord avec votre accord, hein? Mais non. Vous êtes d'accord pour qu'elle parle, mais 20 secondes, ça vous irait, Renaud? 15 10. Lydia, il ne pense qu'aux législatives. Oui, il ne pense qu'aux législatives parce que derrière les législatives, c'est aussi la survie de certains de ces partis. Parce que chaque voix apporte, il me semble, 1 euro au parti pendant 5 ans. C'est en tout cas le cas il y a quelques années. Donc il ne pense qu'à ça. Mais je trouve que c'est très difficile de penser aux législatives et d'espérer avoir des résultats aux législatives quand tous les partis de la gauche ont fait des miettes, enfin des 2%, des 1%. Si le PS sort à 2,5%, je pense que l'état des candidats estampillés PS à Paris va être catastrophique. Vous avez vu la une du logo PS sur les affiches, mais et des députés PS et des députés de gauche. Ils vont avoir un groupe qui va être ridicule. Ah mais je suis pas commencer par non mais il faut commencer. Vous avez vu la une du Parisien aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo va-t-elle tenir? Anne Hidalgo peut-elle tenir? Ouais, est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Et bien sûr. Hidalgo, oui. Moi, je réponds à la une du Parisien. Oui, elle va tenir. Il y aura un bulletin Anne Hidalgo au premier tour. Par contre, on ne sait pas s'il y aura un bulletin Christiane Taubira. Donc, que ceux qui soutiennent Taubira aillent chercher des signatures. Là, je me fais un peu l'avocat du camp Jadot, mais bon, demain, je me ferai l'avocat du camp Taubira. Je suis factuel. Ce ne serait pas la première fois. Donc, vous n'allez pas faire comme Eric. Alors, c'est 1 euro l'adhésion à Europe Écologie Les Verts et les Verts. Vous n'hésitez pas. Que le camp Taubira aille chercher des signatures, présente des projets et n'essaye pas de faire du buzz. Mais le projet, c'est Taubira, c'est Sainte Taubira avec son aura depuis le mariage pour tous. C'est le seul projet de Taubira. Sauf que je ne crois pas qu'il y ait un désir de Taubira chez les Français. Je ne crois pas qu'elle ait vraiment... Non, je ne pense pas que les jeunes aient envie de Taubira. Je pense qu'ils ne la connaissent pas tant que ça. Je pense que c'est dépassé. C'est déjà loin, le mariage pour tous. Tout le monde... Enfin, je ne connais pas un seul candidat à peu près républicain qui veut revenir sur le mariage pour tous. Pour moi, Taubira, c'est une illusion. Et quand on l'a vu s'exprimer, que ce soit sur la question du logement, c'était un naufrage. On se dit, mais comment elle ne peut pas avoir un peu plus d'éléments, un peu plus de billes sur la question du logement était bien meilleur. Et de la précarité. Hidalgo et puis sur la laïcité, enfin la laïcité qui écrase quand vous avez été celle qui a fait le mariage pour tous, alors que la laïcité émancipe, et c'est grâce à ça qu'on a quand même pu faire un mariage pour tous en France. Enfin, c'est un naufrage. C'est vraiment une illusion, le Taubira. On va reparler aussi ils répondront quand même, de la droite. La charge est forte. La droite, avec, on disait, ce meeting de Valérie Pécresse, moment très important pour la candidate Les Républicains, le 13 février. Et vous nous dévoilez un peu les coulisses. Donc, comment elle le prépare, ce meeting? Quelques coulisses. Hein. Je vais pas frimer parce que c'est très, très dur d'avoir des infos. Hein. Pourquoi c'est très dur d'avoir des infos? Le 13, c'est samedi. Dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. C'est très dur d'avoir des infos parce que ce meeting est capital pour Valérie Pécresse. Vous vous souvenez des démonstrations de force d'Éric Zemmour, encore à Lille, le week-end dernier? 7000 personnes. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Quand on y pense, c'est dingue. Qu'on aime ou qu'on déteste Éric Zemmour, un polémiste qui se présente fin août, 7000 personnes. Marine Le Pen, elle a fait un meeting bien à Reims. Enfin, je veux dire, il y avait du monde. Il y avait 4000. Il y avait 3-4 000 personnes. Fabien Roussel, dimanche. Mais un succès énorme. 3-4 000 personnes. C'était trop petit, la salle de Fabien Roussel. Plein de jeunes. Et ils ne sont pas venus pour le communisme. Hein. Ils sont venus pour Fabien Roussel. D'où l'importance de l'incarnation. Voilà. Vous rigolez, non? Je trouve ça dur pour le communisme, en l'occurrence. Mais... il n'y avait pas que des communistes au meeting de Fabien Roussel. Ah, mais je ne dis pas que c'est faux. Je trouve ça dur pour le communisme, c'est tout. Oui. Mais alors, les coulisses. Les coulisses, alors... Attendu donc au Zénith 7000 personnes, 6-7 000 personnes, des TGV, quelques TGV et des bus qui sont affrétés. Et paraît-il, mais je vais vérifier l'information, on en reparlera demain, Valérie Pécresse devrait être quasiment la seule à parler, voire la seule à parler. Normalement, il y a toujours 5, 6, 7 ténors républicains. Et là, la volonté, c'est de mettre en valeur la candidate, et donc elle serait quasiment la seule à prendre la parole pour pouvoir faire enfin son discours, son projet, fendre l'armure, comme on dit, et puis se relancer. D'accord. Bon. Oui, sans première partie, quoi. En général, je ne sais pas, dans les salles de concert, au Zénith, avant Dépêche Mode, il y a une première partie.
Ah non, avant, il y aura le podcast. Ouais. Non, mais il peut y avoir une première partie, mais le problème, c'est que... C'est bon, Renaud, c'était une blague. Apparemment, vous l'avez pas comprise. Non, vous avez une pauvre analogie minable entre un meeting et un concert. Ça n'a aucun intérêt. On va passer à l'indiscret suivant, si vous voulez bien. Des meetings en plein air, c'est ça, Yannick Jadot. Yannick Jadot a du mal à remplir les salles, lui, et donc il a eu la bonne idée de faire des meetings en plein air. Il se met avec une sorte de, pas de cagette, mais enfin de système qu'il déplace comme ça, et il fait des meetings devant les facs. À midi, il a fait à Rennes un meeting près d'une fac, en plein air, il y avait 500 personnes, et comme ils ont du mal à remplir les salles chez Europe Écologie, eh bien, il se déplace de ville en ville. C'était à Rennes aujourd'hui, il va à Montpellier jeudi. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien. Il se met au milieu de la ville, à côté. Je ne vais pas y arriver. Hein. À côté, Renaud, et les jeunes, c'est à midi. Hein. Donc, imaginez un meeting à midi. Il n'y a personne normalement. Eh bien là, D'ailleurs, il n'y a personne. Non. Il n'y a pas grand monde. Il y avait 500 personnes. Eh ben non, c'est la moitié. Les gens qui passent dans la rue, forcément. Vous êtes à la sortie d'une fac, à l'heure où les étudiants sortent pour déjeuner, il y a du monde qui passe, il y en a quelques-uns qui s'arrêtent, mais c'est beaucoup plus... J'allais pas dire c'est sur un malentendu, mais vous êtes... Je trouve ça intéressant parce que, après tout, pourquoi pas, c'est une façon originale de faire de la politique, mais ça aussi, c'est quand même le signe d'un désarroi profond. Mais bien sûr, mais c'est très malin. Mais c'est très malin. Quand vous n'arrivez pas à remplir les salles, je regrette. Excusez-moi. Excusez-moi. 500 personnes à midi qui vient sans carte, sans rien, c'est la moitié du meeting d'Hidalgo il y a 10 jours. Bon, bonne stratégie, Raphaël Rémy Leleu. Mais en fait, stratégie... Et les abstentionnistes aussi. Et stratégie écolo, par essence, parce que les écolos... c'est pas mal, ça. Mais si, mais vraiment, parce que les écolos... Il n'y a pas de chauffage, comme ça. On n'a pas la tradition politique de remplir des salles comme ça. C'est assez récent, finalement, une telle structuration de la famille de l'écologie politique. Donc, cette grande habitude militante d'affréter des cars, de prendre des trains et autres, on n'a pas cette habitude-là. Par contre, il y a une vraie méthode politique, qui est celle du happening, qui est celle du décalé, et qui est aussi une exigence, du aller vers. Et ben le fait d'aller, et il y aura aussi des meetings en plein air à 18h, le fait de varier les horaires, d'aller voir des jeunes, d'aller voir des abstentionnistes et de proposer le dialogue, bien sûr, c'est écolo par essence. Arnaud Montebourg l'avait fait. Arnaud Montebourg, lors de la primaire, il le faisait avec... Il avait fait quoi ? Des meetings ? Mais oui, il prenait son micro, il se mettait au milieu d'une place du village. Il se mettait sur une place et il commençait son aussi, meeting. Cambadélis. On va aussi les amener. Moi, j'ai adoré les écolos, le happening avec le sosie de Jean-Michel Blanquer. Qui est nous, Jean Rocher, un excellent collègue du groupe écologiste à la ville de Paris, et que je salue encore avec beaucoup d'affection. Vous êtes d'accord, maintenant il a une vie de sosie quasiment. Bien. Les amis, merci. Merci de votre fidélité. J'espère que vous serez demain avec nous. Vous aurez des chroniqueurs bien meilleurs encore. Ce n'est pas possible. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Restez sur LCI, car vous le savez, sur LCI, notre chaîne a les moyens de vous faire veiller. Que se passe-t-il à minuit ? Eh bien, il y a un grand journal. Voilà, le grand journal de minuit, que même les Guatémaltèques nous envient. Il est dans quelques minutes. Restez sur notre antenne.